Welcome to Energy Vista, a podcast on energy issues, personal and professional trajectories. A podcast where we make experts great again and we contribute actively to the public debate and policymaking around commodities, the geopolitics of energy, and trade. I'm your host, Leslie Palti Guzman, and time for a new episode. It's October 23, 2025, and I'm going to discuss timely topics around the competitiveness of Europe and around its electricity, industry, technology, and nuclear potentially as a way to solve some of those issues. First, my take. Pushing nuclear issues and nuclear as a core policy is a choice that we see back in fashion, both in the US and in Europe. It might be a bit too early to talk about nuclear renaissance, but we might get there in the long term. So why is it a topic both in the US and in Europe? And actually, it's for different reasons. We see different motivations on both sides of the Atlantic. In the US, the momentum stems largely from the surge in electricity demand, fueled by the exponential growth of data centers, also the AI race with China. And the US needs an affordable, scalable baseload supply that will be greener in the longer term than natural gas, for example. While in Europe, we see that electricity demand has not increased yet and has been actually declining over the past few years. But following the Russia's invasion of Ukraine, we saw big energy shocks in Europe and the need to bring more autonomy and sovereignty into Europe. And nuclear could be a way could be a solution. Also, it's being raised right now to guarantee more competitiveness into Europe. So it's a very fascinating topic, those at the intersection of electricity demand, technology, geoeconomics, and I'm very pleased today to receive Cécile Maisonneuve as our guest. She is a well-known expert in Europe. She's the founder of Decisive. She also writes a chronique for The Express and is an advisor also to IFRI, the French think tank. Hi, Cécile. Hi, Leslie. Thanks for having me. Thanks for joining the podcast. So you heard a little bit the introduction. We're going to go into more in depth on all those topics. Right now, Europe is I feel at a crossroad where we hear increasingly more some pragmatic voices. Um, and not a long time ago, nuclear didn't really have the attention that it may deserve. It was actually rejected by policymakers and socially also. After the Fukushima disaster, we saw a country like Germany phasing out its nuclear. So several European countries had kind of turned the page on nuclear. But now we see a change of situations. So why now? So actually, we wanted to do this podcast in French. So je vais changer maintenant et on continue en français. Mais pourquoi maintenant ce retournement de situation en Europe par rapport au nucléaire? En fait, je pense que l'Europe, tu l'as dit, elle connaît une série de chocs énergétiques. En fait, chaque choc énergétique est une sorte de reality check. En bon français. Le premier choc, effectivement, ça a été l'attaque à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, qui a rappelé à l'Europe son énorme dépendance vis-à-vis de la Russie, non seulement sur le gaz, mais aussi sur le pétrole, mais aussi sur le charbon, et donc qui a induit ce choc à la fois de sécurité énergétique. Donc celui-ci est passé, mais aujourd'hui on est dans un choc de compétitivité énergétique avec une Europe qui a des prix de l'électricité, du gaz 2 à 5 fois plus élevés que ses concurrents, États-Unis mais aussi Chine, il faut pas oublier. Le deuxième reality check de plus long terme, c'est la situation en Allemagne, qui pendant longtemps a été érigée en modèle finalement de la transition énergétique, ce fameux Energiewende introduit
il y a 2 décennies avec le chancelier Schröder, poursuivi par Angela Merkel. Et tout le monde comprend aujourd'hui, vu la situation énergétique et industrielle de l'Allemagne, que ce modèle-là est mort. Et puis pour moi, il y a un troisième reality check aussi, qui a été plus récemment le blackout en Espagne. Alors, on n'a pas encore l'exact déroulé, l'exacte compréhension des causes de ce phénomène très complexe, mais quand même, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que l'Europe a négligé sa sécurité énergétique et c'est en train de s'ériger en nouveau paradigme de la politique énergétique européenne, d'où le retour du nucléaire, dont je dirais simplement, hein, n'oublions pas, la première source d'électricité en Europe depuis longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'était toujours le cas même quand il y a eu les problèmes sur le parc nucléaire français, c'est l'énergie nucléaire. Mmh. C'est intéressant parce qu'on entend beaucoup parler des renouvelables tout le temps par rapport à l'Europe et comme une stratégie de décarbonisation. Est-ce que, i les environnementalistes et les green en Europe sont maintenant convaincus que le nucléaire est aussi une solution et qu'il y a pas que les renouvelables pour décarboniser l'Europe? Bah, en fait, dans l'énergie, tu le sais comme moi, Leslie, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait, hein. Donc on a beaucoup parlé effectivement, des renouvelables, hein, et ils occupent une part importante du débat public. La réalité a d'ailleurs été, c'est vrai, un très fort développement des énergies renouvelables dans pas mal de pays d'Europe ou ailleurs, hein. Je pense aussi à certains États américains, Texas, Californie, et cetera. Mais ce qu'on est en train de comprendre, c'est que en réalité, et tout spécialiste de la politique énergétique le sait, et les activistes dont tu parles ne connaissent, je le dis, très peu de choses à l'énergie. Eh bien, tout spécialiste de la politique énergétique sait que pour mener à bien une politique énergétique, faut j'allais dire, une gamme de technologies, une gamme de sources d'énergie. Et c'est ce qu'on a eu tendance à oublier, et ce qui met à risque aujourd'hui le système non seulement énergétique, mais le système électrique européen, alors qu'on prenait pour un acquis que du point de vue électrique en Europe, on n'avait pas de problème. Donc c'est toute cette série de chocs et de compréhension finalement de ce qu'est un système énergétique sur lequel on peut s'appuyer pour son industrie qui est en train d'émerger et c'est un débat qui dépasse largement les spécialistes. Aujourd'hui, c'est vraiment des débats de société, des débats de politique. On a même des gouvernements qui tombent à cause des sujets de prix de l'énergie, prix de l'électricité. Mmh. Je pense au gouvernement norvégien il y a quelques mois. Ouais. C'est très intéressant parce que tu fais le lien entre, la demande d'électricité, pas juste pour, power generation, mais aussi pour l'industrie et je pense qu'en Europe, ça va être un débat intéressant parce qu'il y a eu une chute de la demande d'électricité et la demande d'électricité n'augmente pas comme on le voit actuellement aux États-Unis. Aux États-Unis, on voit vraiment un changement d'horizon, en partie motivé par la demande des data centers, des compagnies de technologie qui projettent d'énormes, augmentations de la demande pour le crypto, pour, les data centers. Hem Et cette demande va peut-être un jour apparaître en Europe. Je crois que Mario Draghi a même mentionné un chiffre qui me paraît énorme, mais une augmentation de la demande d'électricité de 70 en 2030 et au-delà. Est-ce que l'Europe se prépare et comment tu vois la demande pour, ces data centers en Europe? Écoute, je pense que c'est important et merci de le faire Leslie, de remettre le débat sur, le vrai sujet qui est la demande. Alors oui, c'est vrai, prévoir la demande d'électricité, c'est un peu comme prévoir l'évolution des prix du pétrole, hein, c'est quand même un exercice, qui, est assez, périlleux. Moi, ce que je trouve très intéressant, en fait, dans les divergences croissantes entre l'Europe et les États-Unis, c'est que finalement, on a toujours su que du côté offre, il y avait dans le cas de l'Europe, un continent extrêmement dépendant pour son approvisionnement énergétique, alors que les États-Unis sont foncièrement indépendants. Mais aujourd'hui, cette divergence, on la voit aussi côté demande, parce que traditionnellement, l'Europe, les États-Unis, on ne voyait pas une très forte augmentation de la demande d'électricité, aussi parce qu'on a des systèmes industriels, des systèmes énergétiques assez efficaces, on a des marchés efficaces, donc la demande explosait pas. Mais là, on est vraiment dans un effet de ciseau complet avec aux États-Unis effectivement des perspectives et déjà on voit de l'augmentation très très forte dans certains États, notamment du fait de l'industrie numérique.
Bon, même si c'est pas les augmentations exponentielles qu'on prévoit, c'est parti. Tandis qu'en Europe, non seulement ça n'augmente pas, mais ça régresse. Et là, on a un vrai problème parce que la baisse de la consommation d'électricité en Allemagne ou en France, grand pays de l'électricité s'il en est, hein, moins 7% de 2014 à 2024, ça veut dire une chose. Ça veut dire que c'est la transition énergétique qui est arrêtée. Parce que, rappelons-le, hein, la transition énergétique, l'Agence internationale de l'énergie l'explique parfaitement, c'est deux choses. C'est un, décarboner l'électricité parce que ça, globalement, on sait le faire. Et deux, étendre les usages de l'électricité pour étendre ces usages décarbonés à d'autres choses que s'éclairer, c'est-à-dire par exemple se déplacer, se chauffer ou les processus industriels. Ouais, Et là, le pour deuxième l'instant, point, en Europe, on n'y est ouais. pas. Ton deuxième point, c'est intéressant parce que j'entends plus, j'ai l'impression que l'Europe se concentre plus sur, energy efficiency et comment utiliser moins d'électricité, moins, d'air conditionné dans les appartements et cetera. Bah, c'est là que moi je trouve que ce discours il est très dangereux, hein. Quand on a parlé de sobriété, bon, je sais pas comment le traduire en Mmh. anglais d'ailleurs, Ouais. un terme qui se traduit très mal. Moi, je me dis toujours que c'est pas une solution universelle. D'ailleurs, personne n'a ça comme base de sa politique énergétique dans le monde à part la France. En fait, cette idée que moins on dépense d'électricité, mieux c'est, elle est complètement orthogonale à la réussite de la transition énergétique. Mmh. Donc globalement, peut-être qu'on consommera moins d'énergie parce que s'il y a plus d'électricité, l'électricité est plus efficace. Hein, on peut comparer le rendement d'un moteur thermique à un moteur électrique, par exemple. Mais surtout, ça correspond pas du tout à ce qui est en train de se passer du point de vue de l'industrie, ou ce qui devrait se passer du point de vue de l'industrie. Ouais. Quand on regarde les pays très avancés dans leur transition, je vais prendre l'exemple des pays nordiques, la Norvège, la Suède, la Finlande, quand on regarde leur projection de demande d'électricité à 2040, les normes postes, plus de 100 TWh, hein, si on les agrège, c'est l'industrie. La mobilité électrique, les voitures électriques, c'est 10% de ça. Mmh. Et les bâtiments, enfin là où on vit et tout, c'est pas d'augmentation, parce que là, on va être efficace et tout. Donc en fait, l'industrie, c'est l'électrification des usages industriels, qu'il s'agisse de la vieille industrie, si je puis dire, l'industrie manufacturière, des processus, la sidérurgie, etc., ou de l'industrie numérique, c'est ça qui va pousser l'augmentation de la consommation d'électricité. Et pour l'instant, en Europe, on ne le voit pas du tout venir. Mmh. Et On le voit réarmement alors? Le réarmement dans ce contexte, parce que les pays, membres de l'OTAN ont promis de dépenser 5 de leur GDP dans, le ré enfin, dans leurs, dépenses militaires. Donc le réarmement va avoir un rôle à jouer potentiellement dans cette augmentation de demande pour l'électricité et l'industrie qui va bien sûr, bah, potentiellement repartir. Mmh. c'est très intéressant ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Europe, hein. Dans la partie est de l'Europe, ce que tu es en train de dire, la nécessité d'augmenter rapidement l'effort de défense pour pouvoir se défendre, c'est un no-brainer. Enfin, pour dire les choses autrement, on se prépare à la guerre Mmh. dans l'est de l'Europe, hein. Et ça se traduit par exemple par des industries civiles qui deviennent duales, voire se réorientent complètement contre le militaire. Je pense à j'ai vu l'autre jour en Lettonie une usine de drones civils ou de télécoms civils, ça devient des industries qui travaillent pour le militaire. Ce mouvement-là, c'est l'ensemble du continent européen qui doit l'adopter. On voit en Allemagne, par exemple, une ancienne usine Volkswagen devient une usine pour Rheinmetall, le producteur Mmh. d'armement. Et il est évident qu'en France, c'est aussi un sujet. La France est un des plus gros exportateurs d'armement et s'est engagé aussi à augmenter son effort de dépenses. Puis je rappellerai que l'armement, hein, c'est quoi? C'est une industrie, c'est de l'acier et tout. Là, le vrai sujet, autant qu'un sujet énergétique ou un sujet de volonté politique, c'est ce qui est en train de se passer sur les marchés de l'acier et de l'aluminium avec la Chine qui inonde les marchés internationaux avec ses productions et qui rend en fait toute autre production absolument non compétitive. Donc, est-ce que il est concevable pour l'Europe, à un moment où elle doit se réarmer, de voir disparaître, parce que c'est ce qui est en train de se passer, son industrie, ses aciéries, ses raffineries, son industrie chimique? Non, absolument pas. Donc là, il y a un immense besoin rapide de énergétique et notamment et aussi d'électricité.
Et de chaleur, hein, je pense Oui, précisons-le. voilà, c'est ça. Le C'est réarmement, c'est dit les pour le 2. nucléaire, pour le nouveau nucléaire, il faut pas Ouais. l'oublier celui-là. Ouais, ouais. Non, le réarmement, c'est les 2. C'est la chaleur et c'est la demande d'électricité. Mmh. Absolument, absolument, Mmh. et d'ailleurs, quand on va dans les pays que je citais, mais aussi, c'est encore plus net quand on va dans l'Europe du Nord, quand on va en Suède, qui est un grand producteur d'armement aussi, hein, je rappelle que l'Ukraine et la Suède viennent de signer un méga contrat pour l'achat d'avions, suédois, de combat, les Gripen. Et ben, quand on va dans cette partie de l'Europe, on vous parle d'ailleurs, dès qu'on parle d'énergie, on parle tout de suite de chaleur. Là où, par Mmh. exemple, en France, on a un réflexe absolu de parler d'électricité. Et donc, aujourd'hui, les concepts énergétiques qui sont étudiés par ces pays-là, c'est des concepts qui peuvent produire chaleur et électricité. Mmh. Là, on parlait de la France par rapport au réarmement. Est-ce que aussi la France peut devenir un leader européen de l'accueil des centres de données? Sachant que la France a beaucoup d'électricité basée sur le nucléaire et qu'en ce moment, il y a des capacités nucléaires en France qui sont sous-utilisées. C'est Hem, vrai qu'alors en France, on connaît une situation de surcapacité massive parce que la demande, encore une fois, s'est écroulée. Alors, c'est vraiment le projet, hein, j'allais dire, d'ouvrir le système électrique français à cette nouvelle industrie électro-intensive. C'était d'ailleurs l'idée du sommet sur la tech et l'IA qu'a organisé l'Élysée en février dernier, avec des entreprises de la tech, hein, des grosses entreprises, je pense à OpenAI, ou des grands groupes comme le gestionnaire de fonds canadien Brookfield, qui se sont engagés à des méga investissements, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros, en France, pour profiter de cette électricité à la fois pas très chère, abondante et puis fiable, hein, puisque c'est bien de cela dont on parle quand on parle de l'industrie numérique. Il n'est pas question d'être en but à l'intermittence de l'approvisionnement. Et ce qui est intéressant, en fait, pour relier tes deux questions, hein, c'est que cette industrie numérique, cette nouvelle industrie, ce nouvel électro-intensif du 21e siècle, il marche main dans la main avec les électro-intensifs traditionnels du secteur industriel. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe aussi, c'est que la métamorphose des industries traditionnelles va se faire grâce à l'IA. De ce point de mmh vue-là, pour moi, il y a vraiment un triptyque électrification, réindustrialisation à travers l'armement et IA tech. Ça marche ensemble. Et tout ça a un point commun, c'est à la fois la nécessité d'une électricité abondante et d'une chaleur également abondante et compétitive, évidemment. Mmh. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup de support politique en ce moment, que ce soit du président Trump ou le ministre de l'Énergie, Chris Wright, pour, pour la chaîne nucléaire. Il y a pas encore de gros réacteurs en construction, mais beaucoup de recherche et de développement et d'investissement potentiel dans aussi des petits réacteurs. J'ai l'impression qu'en Europe aussi, je crois qu'il y a la Hongrie qui construit un réacteur, mais en France, bon, il y a Flamanville qui vient d'être construit. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, où il y a la décision d'investissement a été déjà prise, mais ça peut arriver bientôt, incessamment peu. Mais on sait que le, la durée du nucléaire est sur le long terme. Est-ce qu'il peut y avoir Hem, une stratégie transatlantique, où parce que là, on est dans un espèce de, une période, géoéconomique où les États-Unis comptent sur des alliés qui sont capables. Donc c'est reconstruire des alliances, avec des partenaires auxquels on fait confiance et qui apportent quelque chose à la table. Est-ce que tu vois, parce qu'il y a des atouts en Europe, il y a des atouts aux États-Unis, est-ce que tu vois une espèce de coopération, coordination là, pour aussi contrer la Chine et la Russie, dans le nucléaire? Bah, écoute, non seulement je la vois, mais en fait, je pense que c'est la seule possibilité. Dans les 2 rapports que je viens de rendre pour l'IFRI sur, à la fois, le nucléaire extra-occidental, je dirais, ce qui se passe en Chine, Russie, Corée et ce qui se passe dans le monde occidental, ma thèse de départ, c'est que jamais on ne réussira à faire pièce à l'avancée chinoise sur le nucléaire
qu'on s'appelle France, qu'on s'appelle États-Unis ou n'importe quel État du monde occidental, si on ne s'unit pas. Ça, c'est le Mmh. premier point. Donc là, Le la Chine, je deuxième, pense qu'ils sont en train de développer au moins une vingtaine de réacteurs chez eux en ce moment qui sont en les construction. en fait, si tu regardes, ce qui a été branché au réseau en 2025, ça sera la même chose en 2026, quasiment tout se passe en Chine. Mmh. C'est-à-dire que la Chine construit, elle est sur un rythme de 4 ou 5 réacteurs par an. C'était le rythme de la France dans les années 80, hein, capacité de branchement au réseau. Mais au-delà du fait qu'elle construit beaucoup, elle est sur l'ensemble des technologies du nucléaire avancé. Elle est vraiment, ça fait de longue date, moi je pense que la Chine veut devenir la grande puissance de l'électricité, donc toutes les technologies de l'électrification, elle veut les maîtriser et être dominante en la matière, hein. Les États-Unis, c'est peut-être energy dominance, mais Ouais. la Le Chine, c'est vraiment electricity dominance. Et dominante et en contrôle. Et en contrôle notamment de l'ensemble des maillons et en contrôle également de, j'allais dire, de la diffusion de cela. Parce que là, ce Mmh. qu'on commence à voir, là, on en voit les prémices, hein, c'est que maintenant, elle veut exporter. Pour l'instant, le leader du nucléaire mondial à l'export, c'est la Russie. Et suivi Donc quoi? De la Corée du Sud ou? c'est la Russie, suivie. Alors la Corée, elle a réussi un très très beau coup de maître, hein, avec ses réacteurs en Abu Dhabi, qu'elle a eu le contrat en 2009, construction dans le temps et tout. Elle vient de réussir un coup de maître en Europe, ça a fait l'effet d'un choc, hein, en République tchèque. Donc effectivement, c'est un acteur très sérieux, mais qui se situe, je veux dire, aux franges du monde occidental, hein. Il a Mmh. aussi, la Corée a passé des accords avec des Américains, mais précisément, l'accord qui a eu lieu entre le coréen KHNP et Westinghouse, le constructeur américain qui a construit d'ailleurs une grande partie des centrales dans le monde et dont la technologie a été vendue à la France en 58, eh bien cet accord-là, je trouve qu'il est très inspirant. Ça veut dire qu'il faut des accords entre ceux qui ont envie de refaire du nucléaire, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Europe, ceux qui savent en faire et qui maîtrisent l'ensemble des maillons technologiques, à nous deux c'est globalement notre cas, et en fait toute l'histoire du nucléaire n'est qu'une longue histoire de partenariat. Mmh. Jamais il y a eu des pays qui ont dit moi je fais tout dans mon coin. Mmh. Quand moi je suis historien de formation, l'histoire du nucléaire français, c'est une histoire de Après les chocs partenariat pétroliers. Mmh. avec, alors dès 58, De Gaulle décide de racheter la licence Westinghouse et on crée la franco-américaine de l'atome, Framatome, on peut pas faire plus partenarial. Et dans les années 60, les partenariats entre la France, la Belgique, avec les Espagnols, tout ça, on s'exerce à faire du nucléaire ensemble et avec les Américains. Cette histoire-là, je pense qu'il faut rouvrir le chapitre. D'une certaine manière, on n'a pas le choix si on veut être Ouais. sérieux sur le fait de faire du nucléaire. Et ce qui se passe en ce moment, et c'est pourquoi, dans ton introduction, tu évoquais, est-ce qu'on peut encore parler de renaissance du nucléaire? Alors, les gens du nucléaire détestent parler de renaissance du nucléaire parce que ça évoque ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé dans les années 2000, où là, on a cru que ça allait repartir. C'est là qu'on lance Flamanville, c'est là que les États-Unis lancent Vogel, c'est là que Olkiluoto en Finlande est lancé, et ça s'est pas fait, et ça s'est mal fini. Donc aujourd'hui, l'industrie est très très prudente, mais le fait est que moi, la comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui avec le passé, je la ferai avec les années 50-60, où ça fourmille de tous les côtés. Il y a plein de concepts, c'est ce qu'on voit à travers le sujet des SMR, des technologies très différentes, beaucoup d'argent qui se déverse, des soutiens publics très très forts et j'allais dire une stratégie tous azimuts, Mmh. qui est, à mon avis, la bonne stratégie dans la recherche, dans le développement, pour redévelopper le nucléaire et, encore une fois, faire pièce à ce qui s'annonce vraiment comme une ultra-domination chinoise. Mmh. Je pense que c'est important, là, cette coopération transatlantique et aussi ajouter la Corée du Sud et autres, partenaires, qui sont du côté des occidentaux. Hem, Aussi donc pour cette rivalité géoéconomique, mais Après aussi, le Japon, d'ailleurs, hein, sur on le peut cycle ajouter le du Japon, Sud. Mm. mais aussi parce qu'il y a quand même, encore des questions de prolifération et justement les petits réacteurs SMR, heu,
ça a beaucoup d'avantages, mais un inconvénient pourrait être aussi d'avoir une espèce de chaîne moins centralisée, moins concentrée et d'être plus sujet à proliférer et d'avoir en termes de sûreté, d'avoir moins de contrôle, sur l'uranium et cetera. Alors, le sujet prolifération, c'est vrai que jamais personne n'en parle. Bon, déjà, l'industrie n'aime jamais parler de prolifération et rappelle d'ailleurs, à juste titre, qu'il n'y a jamais eu d'acte de prolifération d'un pays à partir d'un programme nucléaire civil, hein, ce qui est vrai. Mais je pense que c'est un sujet dont il faut absolument parler parce que l'an prochain, il y a une conférence absolument majeure qu'on appelle la conférence de révision du traité de non-prolifération. Elle a lieu tous les 5 ans. Le traité de non-prolifération, c'est un des rares traités qui survit et qui n'est pas attaqué de l'ère du multilatéralisme. Hein, il date de 1968. Il est quasi universel, hein, sauf les pays qui ont toujours décidé de ne pas y entrer et qui ont développé leurs propres armes nucléaires. Mais c'est très important parce que là, ça va être le moment de faire les comptes. Une des raisons pour laquelle je pense que les pays occidentaux qui savent faire du nucléaire et qui le font bien doivent absolument revenir dans la course, c'est précisément pour des raisons de prolifération. Je répondrai à ta question sur les SMR après, mais je tenais à faire ce point parce que si on laisse la Chine et la Russie dominer l'industrie nucléaire mondiale, à un moment où tous les pays du Sud sont en demande massive d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire dans 20 ans? Ça veut dire que les règles de la non-prolifération seront décidées à Pékin et à Moscou. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? À titre personnel, pas du tout. Donc, il faut qu'on revienne dans le jeu pour pouvoir être ceux qui gardent, j'ai dit la plume et un pouvoir de négociation, une compétence pour réguler ce système. Deuxième point, je rappelle que dans ce traité de non-prolifération, il y a 3 composantes. Il y a l'idée que voilà, l'arme nucléaire n'est réservée qu'à 5 États membres Officiellement, de ce traité. En contrepartie, ils doivent absolument faciliter le commerce nucléaire et le nucléaire civil. Et de ce point de vue-là, autant la Russie, la Chine bientôt font le job en allant proposer des technologies nucléaires aux pays du Sud qui ont besoin de se développer, autant nous, occidentaux, que ce soit les États-Unis, la France, un certain nombre de pays, on a arrêté de le faire. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui va être discuté lors de la prochaine conférence de révision du TNP. Vous, les Occidentaux, vous parlez, vous nous dites qu'on doit décarboner quand on est un pays du Sud, mais vous ne nous donnez pas les moyens de le faire. Et Et je là pense que la encore, Russie, je crois il me semble que c'est avec la Turquie, mais ils ont décidé de payer 80 des coûts, alors, du c'est le modèle. La du Russie a réacteur, développé ouais. un modèle très efficace, alors dont l'immense force est devenue une immense faiblesse, c'est qu'il était financé par la rente pétrogazière. Dans le contexte actuel, c'est pas le mieux. Effectivement, que ce soit en Égypte, en Turquie, en Iran, le modèle russe, c'est quasiment d'arriver avec un système build, operate, finance, alors c'est assez opaque, hein, disons-le très clairement, les contrats russes, mais globalement, le modèle est celui-ci. Il est évident que un contrat nucléaire, ça attache les pays entre eux pour très très longtemps. Donc c'est absolument clé, plus encore, pour les pays occidentaux de se réintéresser aux demandes de nucléaire d'un certain nombre de pays du Sud. Sur la question des SMR, alors à la fois, oui, il y aurait plus d'unité, même si on comprend bien, en fait, il se passera sur les SMR ce qui se passe dans pas mal de sujets énergétiques, c'est qu'il y a quand même des effets d'échelle qui jouent. Oui, c'est intéressant de pouvoir construire des petits modules en termes de rapidité, en termes d'inscription au bilan du porteur du projet, etc., de l'opérateur. Mais ce qu'on va voir, c'est quand même des clusters industriels, des SMR autour de clusters industriels ou des clusters numériques. Hein. On voit bien quand on regarde la géographie quand même du numérique aux États-Unis, c'est aussi intéressant de voir cette dimension foncière. L'autre aspect, c'est que petit réacteur dit moins de matière, donc moins aussi de risque de prolifération. Même la Russie en Mais parle même, voilà, il est évident que ça impliquera aussi de revoir tout ce système de sécurité, là on parle non pas de sûreté mais de sécurité, autour du système nucléaire, si vraiment on voit se multiplier ces petits réacteurs. La Russie en parle même pour, l'utiliser davantage dans des sous-marins nucléaires ou même oui, plus forte utilisation pour des bateaux. Ils en ont même parlé pour, propulser un sous-marin nucléaire qui transporterait du GNL, à voir.
Oui, 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 bah, la Russie, c'est le pays le plus avancé, hein, sur, les Mais petits les réacteurs. icebreakers utilisent déjà, Voilà, ils ouais, en ont déjà aussi des systèmes de barges, en fait, où, bah, on met un petit réacteur. Ça peut servir à alimenter, en électricité des endroits très isolés ou qu'il n'est pas question de ouais, desservir, par le réseau. Donc c'est vraiment le pays, le plus avancé, traditionnellement sur les SMR. La Chine va très vite aussi, parce que quand même les SMR, c'est un pays, c'est une, je veux dire, c'est une, un concept qui vient directement, du nucléaire militaire, hein. Le mmh père de tout cela aux États-Unis, c'est l'amiral Rickover, donc ça vient de la Navy, hein, des marines, et c'est pour ça que des pays dans lesquels, j'allais dire, la séparation entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil n'a jamais été totalement nette, sont assez à l'aise pour développer ça. Ce qui n'est pas forcément le cas de la France, par exemple, hein, où la France a jamais, il y a une grande méfiance dans le système français, traditionnellement sur les petits réacteurs, aussi parce que ça rappelle les origines militaires du nucléaire, ce que l'industrie n'aime pas trop. mh. Donc, c'est, il y a une dimension culturelle aussi dans les SMR. Mmh. Très intéressant. Bon, ben, on a bien fait un tour d'horizon là. Cécile, j'aimerais passer un peu à une dimension plus personnelle de comment tu utilises ton temps maintenant. Alors allons-y. Donc tu es très bien placée pour, aussi engager, en Europe dans le débat public et tu as contribué à plusieurs groupes de pensée, think tank, des publications. Où est-ce que tu penses que le débat intellectuel est, en ce moment en Europe? Est-ce que c'est un healthy one? Est-ce que tu trouves qu'il y a plus d'ouverture d'esprit ou moins de bien-pensance, moins de politique correcte? Tous les 2, je crois qu'on essaye justement de donner un peu des alternatives à ces modes de pensée qui parfois sont incrustés dans le paysage. Dis-moi un peu ce que tu penses de ce paysage intellectuel sur l'énergie en Europe, en France? Bah, effectivement, je pense, on sort d'une période où, on a fait quand même beaucoup de, j'allais dire, d'énergie PowerPoint, quoi. Où, en gros, on avait des idées, une vision qui avait que très peu de lien avec la réalité. Et là, bah, c'est un rappel au réel, alors assez douloureux, hein, soyons clairs, hein, pour l'Europe, mais plutôt salutaire. Et comme je le disais tout à l'heure, plus on va vers l'est de l'Europe, là où la menace est présente, imminente, prégnante, plus on a les idées claires Mmh. sur ce qu'on veut et sur ce qu'on doit faire. Donc c'est dans cette phase-là qu'on est aujourd'hui en Europe. Le débat qui reste à avoir pour moi, il est double. Il est de comprendre que il n'y a pas d'un côté ce qu'on appellerait une politique énergie-climat. Moi, j'ai jamais aimé cette vision parce que encore une fois, la réalité c'est qu'on avait mis la politique énergétique sous tutelle du sujet climatique, ce qui au fond n'a pas grand sens, hein, puisque ce sont deux sujets transverses, hein. Non, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'ouvrir, c'est de relier et d'avoir une grande cohérence, ce qu'on n'a pas, hein, en Europe, et ce que les États-Unis, je pense, essayent d'avoir, ou pour lesquels il est plus facile d'avoir une cohérence entre politique commerciale, et ça Mmh. c'est le sujet de la Chine, politique industrielle, c'est le sujet de la Chine et des États-Unis, politique énergétique, politique climatique, et que bah, la politique, c'est précisément, j'allais dire, doser et faire des choix, des arbitrages entre comment, où on met le curseur dans chacun des domaines pour aboutir à quelque chose de cohérent. C'est cette cohérence, moi, qui me semble manquer cruellement aujourd'hui dans le débat énergétique, où on a encore la vision que c'est quelque chose en silo, qui n'est pas autoporteur. En tout cas, dans la manière dont ça a été organisé et mené au plan européen, au niveau de Bruxelles, c'est bien comme ça que ça s'est développé. Donc, il faut vraiment, vraiment rompre avec cette logique. Et encore une fois, les événements nous y poussent, hein. Ouais. On ne peut pas dissocier le sujet défense, du sujet énergétique, du sujet industriel, du sujet numérique. Aujourd'hui, c'est vraiment une, une mise en musique cohérente qu'il faut faire entre ces thèmes. Et notre difficulté en Europe, c'est de le faire au bon niveau. Et le bon niveau, il est forcément européen, hein. L'heure n'est pas du tout au repli national. Et Mmh. sur certains sujets, il est aux accords bien pensés, hein, pas des accords de soumission, hein, enfin, si tant est que ça existe, mais vraiment des accords où chacun défend ses intérêts. Parce que Mmh. avoir des valeurs, c'est bien,
Mmh. Mais l'Europe doit se rappeler aussi qu'elle a des intérêts à défendre et là encore, je pense que ce qui est susceptible de se passer, dans l'accroissement de la menace russe, va nous en rendre de plus en plus conscients. Mmh. Toutes les 2, on a récemment regardé, les politiques européennes sur, sustainability, les émissions, que ce soit pour, methane reduction ou the corporate, sustainability and diligence, regulation ou CBAM. Mmh. Toutes ces régulations qui ont toutes eu des réactions, enfin des réactions, que ce soit, de grandes compagnies ou d'exportateurs à l'Europe, comme les États-Unis et le Qatar, et qui Mmh. essayent d'affaiblir, en fait, le pouvoir extraterritorial de ces régulations. Est-ce que tu penses que l'Europe doit tenir bon et tenir front et camper sur ses positions? Enfin, moi, je pense qu'il y aura plus de flexibilité dans certaines de ces régulations et qu'on va avoir, ce pragmatisme dont on a parlé au début du podcast. Mais en même temps, c'est la direction de l'Europe qui est en jeu, qui depuis des décennies maintenant, hem à dessiner ses politiques environnementales, et qui avait une direction bien tracée, hein. Bah, en fait, pour l'Europe, c'est vraiment, c'est un moment crucial parce que tout l'ADN de l'Europe, c'était, ce qu'on appelle dans les relations internationales, la paix par le droit. Donc Mmh, c'est, la philosophie kantienne, c'est Wilson, hein, aux États-Unis, c'est cette vision très idéaliste. L'idée que grâce au droit et puis au commerce, on allait, créer un monde plus pacifié. La réalité aujourd'hui géopolitique qui s'impose, hein, on peut le regretter, mais elle s'impose, mmh, c'est la paix par la force, peace through strength. mmh, Donc, à partir du moment où on est dans cet état de fait, on ne peut pas ne pas être puissant et avoir des velléités extraterritoriales. Il y a le moment Bruxelles qu'on a connu avec le RGPD où l'Europe était très fière d'avoir une législation extraterritoriale qui finalement s'imposait au monde entier et tout le monde se pliait. Ce moment-là est terminé. Et il y aura plus de moment Bruxelles sur le sujet climatique. Le lead by example est mort. Mais en plus, quel exemple, hein, l'Europe se retrouve dans une situation exemple du point de vue énergétique, donc c'est plutôt un contre-exemple. Donc, je pense qu'il faut prendre acte de cet état de fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter par la fenêtre. Ça veut dire qu'il faut se remettre autour de la table en disant, ben voilà, encore une fois, où est-ce que je mets le curseur sur là où sont mes lignes rouges. Mais quand j'ai des lignes rouges, il faut que je sois en mesure de les faire respecter. Si effectivement je veux absolument mettre en place une directive sur la corporate sustainability, mais que mes principaux exportateurs de GNL me disent si tu fais ça, tu vas avoir de gros problèmes avec tes importations de GNL, manifestement, j'ai un problème. Et le discours très théorique consistant à dire, bah oui, il faut sortir des énergies fossiles, comme ça on n'aura plus de problème, ne règle absolument rien, parce que qu'on me démontre que l'Europe peut se passer du gaz dans les 5 ans à venir, elle vient précisément de faire la preuve avec ce qui se passe depuis 2022 qu'elle était absolument incapable de se passer du gaz, moi pour les 10, 15, 20 années à venir, si j'en crois les nouveaux plans de l'Allemagne en matière d'investissement dans le gaz. Donc il faut être cohérent, voilà, il faut être mmh. cohérent avec ce qu'on veut et il faut être cohérent entre ce qu'on veut et ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, tout le débat en Europe tourne autour de cette question-là. Il est douloureux. Il y a ceux qui ont compris où on en était. Encore une fois, les pays d'Europe centrale et orientale, les pays nordiques. Mmh. Et puis, il y a ceux qui aspirent encore à des rêves de grandeur qui n'ont pas les moyens, en fait. Bon, ben, merci beaucoup, Cécile, pour cette, conversation passionnante et pour élever le débat sur des sujets complexes. Et je pense que c'est très important de les regarder avec, un regard croisé comme on a fait aujourd'hui, mais aussi avec une perspective pluridisciplinaire, parce que c'est à la croisée de tellement de secteurs différents, et on va suivre ça de près toutes les 2. Merci à toi, Leslie, parce que aussi tu nous expliques ce qui se passe aux États-Unis, sujet sur lequel on a quelquefois des idées préconçues qui sont là encore loin du réel. Merci.
This episode was recorded on October 24, 2025. This is Leslie Palti-Guzman saying good day and good luck. If you like what you hear, want to support Energy Vista, discuss sponsorship, or send feedback, contact me.